Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler librement de plusieurs sujets de cette fin de saison. Maintenant que les Knicks ont gagné le titre, on va parler encore un peu d'eux, on va parler des Spurs, mais aussi des autres équipes, des autres joueurs. Pour m'accompagner, c'est Charles que je reçois immédiatement. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. La pression est retombée un petit peu, mon cher Charlie. Ouais, les nuits sont plus longues. Ouais, enfin plus longues, ouais. C'est en même temps, là, il fait tellement chaud que les nuits sont pas faciles. Mais c'est l'intersaison qui commence. Il y a 2-3 choses dont j'aimerais parler avec toi dans ce numéro. Là, on est vraiment dans l'entre-deux. On peut parler de tout et n'importe quoi, puisque les finales viennent de se terminer. On a les images, là, d'ailleurs, de la parade qui ont commencé un peu à fleurir sur les réseaux sociaux. Et je t'en parlais tout à l'heure en off, mais ça m'a fait délirer de voir Tyler Kolek qui est pris pour un espèce de fan qui s'est immiscé dans la parade. Ça me fait trop rire où il se fait quasiment arrêter par des flics jusqu'à ce qu'il se rende compte que oui, effectivement, c'est bien un joueur. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Il y a des images très sympas. La célébration a l'air vraiment fun à New York. Ouais, c'est clair. Et effectivement, ouais, les images de Tyler Kolek, elles sont très très drôles. Et puis voilà, au-delà de ça, cette parade, c'est vraiment le moment que toute la ville de New York attendait, quoi. C'est le moment où tu peux célébrer le titre. Et c'est quand même assez exceptionnel de voir ça. Ouais, complètement. Je tiens à rappeler aux auditeurs que la semaine prochaine, on fera le mailbag. Donc, vous pouvez envoyer vos questions. On en a déjà parlé l'autre fois. Je vous le rappelle encore une fois. Voilà, NBA Corner Pod, pod@gmail.com pour nous envoyer vos questions sur la saison qui s'est passée, sur les playoffs, sur l'intersaison, les rumeurs, les transferts, votre équipe préférée, votre joueur préféré. Voilà, si vous avez des ou voilà, enfin sur l'organisation du podcast, si vous voulez. Enfin bref, n'hésitez pas à nous poser vos questions et on y répondra avec grand plaisir. Charlie, pour ce numéro, on a délimité 5 sujets forts, on va dire. Le premier d'entre eux, on va commencer à reparler un petit peu des finalistes et du champion. Et je voulais un peu parler avec toi de la place de Jalen Brunson, dans la hiérarchie NBA après ce titre. Il y a eu beaucoup de conversations là-dessus. C'est ce qui se passe habituellement quand une équipe gagne le titre. Et forcément, on prend le meilleur joueur de cette équipe et on essaye de le reclasser par rapport aux autres superstars de la ligue. Et chose assez bien faite, je trouve, de la part de The Ringer, qui a mis immédiatement à jour son classement des 100 meilleurs joueurs de la NBA. Et en premier, donc il y a Shai Gilgeous-Alexander. En second, il y a Victor Wembanyama, Nikola Jokic en 3, Luka Doncic en 4 et Jalen Brunson en 5. Et je trouve ça hyper intéressant parce que derrière, tu as Anthony Edwards, tu as Giannis Antetokounmpo, tu as Kawhi Leonard, Ken Cunningham, Stephen Curry en 10. Je vais m'arrêter là. Et je trouve que c'est hyper intéressant de se poser cette question-là. Étant donné le parcours qu'a fait Jalen Brunson en playoff, il a vraiment eu des performances dans le clutch absolument inouïes, dignes des plus grandes stars de l'histoire de ce sport. Je crois qu'il y a 52,1% des points inscrits de New York dans le Money Time qui ont été inscrits par Jalen Brunson. C'est un truc équivalent à de ce qu'a pu faire Michael Jordan à son époque. On parle quand même du haut du panier. On voit également tous ces chiffres dans le clutch, dans les quatrièmes cartons, pendant toute cette campagne de playoff où il a été absolument incroyable. Il tournait à 9,9 points chaque quatrième carton. Il tournait à 10,1 points jusqu'au second tour en 2024. Et c'est des chiffres qui sont pareils, très très hauts dans la hiérarchie NBA historique, je dis bien. Par exemple, si on compare avec un mec comme Dirk Nowitzki ou dans le run de 2011 avec Dallas quand il gagne le titre, ce qui est un des plus beaux runs de l'histoire moderne de la NBA, et ben Dirk Nowitzki était à 9,9 points dans les quatrièmes cartons sur des pourcentages à 51, 53, 94. Jalen Brunson était en 56, 53, 91 dans les quatrièmes cartons. C'est absolument phénoménal, mais je trouve qu'il y a quand même un débat et je voulais un peu avoir toi ton opinion là-dedans, dans le classement de la NBA actuellement. Est-ce que Jalen Brunson, comme le disent The Ringer, cinquième aujourd'hui devant des joueurs comme Edwards, Antetokounmpo, ça te semble cohérent, justifiable ou c'est un peu too much pour toi?
pour moi, c'est un peu too much. En fait, quand tu m'as envoyé le sujet, j'ai eu du mal au début à comprendre, est-ce qu'on parle de niveau intrinsèque des joueurs? Et dans ce cas-là, bah non, je pense pas que ce titre change quoi que ce soit sur le classement de Jalen Brunson, enfin en tout cas sur sa Sur son place. classement individuel. Voilà, c'est ça. Ouais. Si on parle de manière plus globale de carrière, de titres remportés, de leadership, de legacy finalement, comme même le dire les Américains, alors là oui, le titre de Jalen Brunson le propulse très haut parce qu'il a gagné à New York, et rien que pour ça, le regard porté sur sa carrière doit changer. Maintenant, est-ce qu'il est parmi les 5 meilleurs joueurs de la ligue? À mes yeux, non. Voilà, à mes yeux, non. Il a complètement changé à jamais la manière avec laquelle il sera perçu dans l'histoire de la ligue, ça oui, sans aucun doute. Pour autant, si je suis un general manager et qu'on me donne carte blanche et tous les joueurs disponibles pour construire un effectif, est-ce que je prends Jalen Brunson? Franchement, non, je pense pas. Je pense pas parce que c'est un joueur qui est extraordinaire, tu l'as dit, dans le clutch, il est merveilleux. Ce qu'il a fait là sur cette campagne de playoff, ça va changer encore une fois à jamais la manière avec laquelle on parlera de lui. Mais il a aussi des vrais défauts, notamment en défense. Pour moi, en fait, quand tu établis le classement des tout meilleurs joueurs de la ligue, le fait d'avoir un impact des deux côtés du parquet, c'est très important. Et c'est aussi pour ça que moi, voir Doncic très très haut dans le classement, c'est pas toujours quelque chose que je digère très bien, alors que je suis fasciné par le joueur qu'est Luka Doncic. Mais en fait, voilà, pour moi, ce titre, ce MVP des finales aussi, ça change la manière avec laquelle Brunson doit être perçu, parce qu'il a gagné avec les Knicks, équipe dans laquelle il est arrivé alors que son statut dans la ligue était bien moindre qu'il ne l'est aujourd'hui. Il a progressé de manière remarquable, il s'est affirmé comme le leader de cette équipe. C'est une épopée qui est remarquable, voilà, il a accompli des choses que des joueurs peut-être meilleurs que lui individuellement n'ont jamais accompli et qu'ils n'accompliront jamais pour certains. Donc oui, Bleacher Report notamment a fait un article sur sa place dans l'histoire de la franchise il y a quelques jours, en expliquant qu'il était le 3e joueur le plus important de l'histoire des Knicks, derrière Patty Ewing et Walt Frazier. Ça, je l'entends tout à fait. D'ailleurs, Anunoby est également dans ce classement, à la 9e place, juste devant ton ami Melo. Mais en fait, moi, ce qui me gêne dans ces discussions-là, c'est que j'ai un peu le sentiment qu'on minimise le côté collectif de cette victoire des Knicks. Ce parcours remarquable, il a été possible parce que tout le monde, ou presque, a répondu présent tout au long des playoffs. C'est pas un one-man run avec un joueur qui a tenu son équipe à bout de bras, qui est tourné à 35 points par match. C'est vraiment, pour moi, la victoire d'un collectif très performant. Et d'ailleurs, si cette attaque a aussi bien fonctionné par rapport à celle de l'équipe de Thibodeau, c'est notamment parce que Brunson avait moins la gonfle tout le temps entre les mains. Quelque part, en fait, ce sacre, il a été possible parce que le système s'est orienté vers quelque chose de plus collectif et de moins centré sur le franchise player. Donc partir de ce sacre pour décréter qu'aujourd'hui Jalen Brunson est un joueur top 5 NBA, moi je suis moyennement convaincu. Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. Et moi, je trouve que toutes ces conversations sont hyper intéressantes parce qu'encore une fois, on parle d'un sport qui est un sport collectif, le basketball. Comme tu l'as dit, Jalen Brunson, l'équipe a été construite autour de lui pour masquer ses faiblesses et pour mettre en avant ses qualités. Je trouve que c'est une excellente construction d'effectifs par Leon Rose. On en a parlé l'autre jour dans le podcast et ça a été très bien pensé. Jalen Brunson, individuellement, reste un joueur absolument exceptionnel. En fait, tu sais très bien, moi, ce à quoi je fais attention souvent concernant les performances des joueurs en NBA, quand je vois un joueur qui fait une bonne saison régulière, et je sais que c'est un excellent joueur en saison régulière, Jalen Brunson, mais qui en plus arrive à toujours élever son niveau de jeu en playoff, je ne peux avoir que du respect pour ce joueur-là. Et c'est ce qu'a fait Jalen Brunson dans ses campagnes de playoff. Et ça, je trouve ça absolument remarquable parce que les défenses sont beaucoup plus hardcore. Et Jalen Brunson est un joueur qui est ciblé. Alors en défense, pour le coup, les Spurs, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas très très bien ciblé Jalen Brunson ni Karl Anthony Towns en finale NBA défensivement. Ça, c'est une autre histoire. Il n'y avait pas non plus les moyens et la structure peut-être pour le faire correctement, et les joueurs pour le faire correctement. Mais voilà, Jalen Brunson, individuellement, je le trouvais pas tant. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve ça un peu too much là, de tout d'un coup le projeter dans les 5 meilleurs joueurs de la ligue. Je trouve pas ça grave, en fait, de le descendre d'un cran sous des joueurs qui sont objectivement, individuellement plus forts que lui. Ça n'enlève rien au fait, pour moi, en tout cas à mes yeux, parce que quelque part, le classement individuel, c'est une chose, mais moi, j'y accorde très peu d'importance à ce classement individuel.
dans un sport comme le basket. Quelque part, j'en ai un peu rien à péter d'un classement individuel. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que mon joueur est capable de participer, de jouer son jeu dans un collectif, de jouer, de mettre en valeur ses coéquipiers, de respecter un système. Défensivement, il a des lacunes, mais il sait parfaitement jouer son rôle dans le système défensif qui était mis en place à New York. Et c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Il l'a prouvé. Et dans le clutch, et là aujourd'hui, il n'y a plus rien à expliquer concernant Jalen Brunson. Quand il a le ballon dans les mains, tu sais qu'il va se passer des bonnes choses. Et moi, je trouve ça beaucoup plus fort et respectable d'être capable de faire ça que un pseudo-jugement individuel sur est-ce que ce joueur est objectivement plus fort qu'un autre s'il faisait un 1 contre 1. Je m'en fous en fait. Ouais. Je m'en fous totalement parce que jamais le basket se joue comme ça. Donc ça n'a strictement aucune importance à mes yeux. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis effectivement, voilà, et puis en plus, je veux dire, c'est à un moment, est-ce qu'on pourrait pas arrêter de comparer des joueurs qui sont à des postes qui n'ont rien à voir? Enfin, je veux dire, tu es dans ton top 5, tu mets Jokic et Brunson. Bon, ok, en fait, ils jouent pas le même jeu, les gars. C'est trop difficile de comparer. Bon, voilà, moi, je pense que honnêtement, c'est des débats qui, enfin, je pense que si j'étais fan d'Enix, j'en aurais tellement rien à faire de savoir où est-ce que tel média ou tel média place Jalen Brunson. D'ailleurs, au passage, c'est des médias qui quasiment jamais lui ont donné une voix pour le MVP, parce que bon, c'est bien mignon aujourd'hui de dire, ah ben, individuellement, il est top 5, etc. Mais bon, en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ce mec-là, il a rapporté un titre aux Knicks, et ça Exactement. vaut mais tous les classements individuels de l'histoire. Vraiment. Mais je suis tellement d'accord avec ça. Jalen Brunson aujourd'hui a hissé son nom dans l'histoire de la NBA et par le prisme des Américains en plus. C'est-à-dire que la NBA c'est une ligue américaine, le basket c'est un sport américain. Et Jalen Brunson aujourd'hui a inscrit son nom au fer rouge dans des livres d'histoire du basket. On s'en souviendra toujours de ce run d'Enix et on se souviendra toujours, en tout cas pour les fans assidus de la NBA, on saura toujours ce qu'a produit Jalen Brunson dans cette campagne de playoffs. Ça, plus personne ne pourra le lui enlever à jamais. Donc, c'est de loin pour moi la plus belle performance. Après, il y a d'autres débats. J'ai vu Pat Beverley qui disait oui, je préférerais avoir Jalen Brunson qu'Allen Iverson. Donc voilà, on va se manger tous ces débats-là qui sont également très américains. Oui, objectivement, tu peux dire oui, je préfère Jalen Brunson à Allen Iverson, mais encore une fois, je dis et je le répète, l'équipe de New York est parfaitement construite autour de Jalen Brunson. Allen Iverson n'a pas eu ça énormément de fois dans sa carrière, voire c'est très très peu, et cette équipe de 2000-2001 était peut-être une des rares fois où il a eu une équipe qui mettait en valeur ses compétences. On a vu d'autres joueurs historiques, LeBron James, Kobe Bryant, prenez n'importe quelle superstar de la ligue, dans l'histoire, s'ils étaient tout seuls et qu'ils n'avaient pas des joueurs potables autour d'eux, ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. N'importe quel joueur, aussi fort que vous le mettiez sur votre podium du classement du meilleur joueur individuel, la plupart des joueurs, enfin, la totalité des joueurs, j'aimerais qu'on me cite un joueur qui, tout seul, entouré de joueurs très bofs, très moyens, ont réussi à s'imposer. Ça n'existe pas. Tu es obligé d'avoir une équipe qui est bien construite, où les joueurs sont complémentaires, où tu as une vraie diversité dans le jeu pour pouvoir affronter différents adversaires sur les 4 séries de playoffs qui doivent te mener jusqu'au titre. Et pour le coup, les Knicks avaient ça. Ils avaient la profondeur de banc, ils avaient la superstar pour finir les matchs, et ils avaient un collectif de défenseurs qui mesurent 2,8 m, qui sont absolument très très bons. Kat qui est capable de jouer, qui est un des meilleurs tireurs de l'histoire à son poste. Donc il y avait plein d'éléments qui font que ça a fonctionné. Mais c'est ça qui est beau dans le basket et dans la NBA. Moi, c'est pour ça que je suis fan de cette ligue. C'est ça, c'est l'exigence que ça demande d'aller remporter un titre dans la construction jusqu'à ce qui se passe sur le terrain avec les joueurs, le coach et ainsi de suite. C'est ça qui est intéressant. C'est pas la valeur d'un joueur individuellement par rapport à je sais pas quelle donnée, comme tu dis très bien. Si tu mélanges tous les postes, ça perd tout de suite très rapidement en pertinence, quoi. Ouais, tout à fait. Et voilà, en fait, moi, tu vois, là, tu parlais d'une comparaison avec Allen Iverson.
En fait, c'est pareil, tu vois, comparer les époques, bon, je veux bien. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que si je dois choisir un leader, je vais clairement plus aller vers Jalen Brunson que vers Allen Iverson. Ça, j'ai Tout à aucun fait, doute je suis là-dessus. carrément d'accord avec ça. Mais voilà, mais ça, en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de comparer Jalen Brunson à Allen Iverson pour dire que Jalen Brunson est un leader exceptionnel? Moi, je crois pas. Mhm. C'est comme tous les débats sur est-ce que c'est le plus grand joueur de la franchise des Knicks aujourd'hui. Et donc tout ça, ça a alimenté immédiatement les débats. Il y a son père, Rick Brunson, qui a dit bah non, pour moi c'est toujours Patrick Ewing. D'autres observateurs qui ont dit bah non, c'est Walt Frazier parce que Walt Frazier il a gagné 2 titres avec les Knicks. Donc enfin bref, tout ça c'est extrêmement. Ce sont des débats moi auxquels je n'adhère pas vraiment. C'est pas des débats auxquels j'aime participer, mais je trouve que dans le cas de Jalen Brunson c'est hyper intéressant parce que c'est un joueur dont il n'est pas forcément. Enfin, de ce que je regarde autour de moi, tu sais, je t'ai souvent parlé du fait que Jokic est pas une superstar comme les autres, dans le sens où c'est pas un joueur que tu regardes en te disant ah lui c'est une superstar de la NBA, tu vois. Et je trouve que Jalen Brunson c'est un peu ça aussi quelque part. C'est un joueur qui pas qui paye pas de mine, mais dont tu soupçonnes pas au premier abord le talent extraordinaire qu'il a entre les mains. Et, et sa capacité à jouer au basket, à être hyper intelligent, à être hyper efficace sur un terrain de basket. Et je le trouve, quand tu compares ces chiffres historiquement aux plus grands joueurs, à Stephen Curry, à Michael Jordan, à James Harden, à Kobe Bryant et tout ça, le fait qu'il soit classé à côté de tous ces joueurs-là m'impressionne énormément. Et je pense que c'est un truc sur lequel il faut appuyer. Bien comprendre que ce qu'a fait Jalen Brunson dans sa campagne de playoff est vraiment extraordinaire. Ouais, et puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de mecs qui sont catalogués comme des superstars de la ligue qui feraient bien de s'inspirer de lui, que Tout ce à soit fait. sur sa capacité à faire des efforts sur son salaire pour permettre à son équipe d'être ambitieuse, que ce soit sur son leadership, sur sa capacité à accepter d'avoir un peu moins le ballon entre les mains pour permettre au collectif de briller un peu plus. Tout ça, c'est des choses qui transpirent le leadership et dont beaucoup de joueurs devraient s'inspirer. Je suis absolument d'accord avec toi. On va passer aux Spurs. Je voulais parler un peu avec toi parce que j'ai eu le temps de digérer un petit peu la défaite des Spurs, l'agacement que j'ai pu avoir envers certains joueurs. Je te laisse deviner Spoiler, lesquels. c'est au singulier. Et non, non, mais j'ai écouté énormément de podcasts, j'ai lu énormément d'articles sur tout ça. J'ai vraiment utilisé tout mon temps ces derniers temps à regarder un petit peu ce qui se disait, les analyses, notamment Tim Legler ou des gens qui s'y connaissent, enfin, dont j'estime l'opinion. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant ce que beaucoup de ces gens-là ont pu dire. J'aimerais commencer à parler parce que enfin, pour planter un peu le décor, les Spurs, on continue de le dire jusqu'à la nausée, mais les Spurs ne devaient pas être là où ils en sont, clairement. C'est une équipe qui, quand elle débute la saison, je crois que dans le over-under des paris sportifs, ils étaient à 44,5 victoires estimées pour la saison. Donc, ils ont gagné 62. Donc, ils ont complètement explosé leurs objectifs. Ils ont également explosé des objectifs en termes de développement de certains joueurs. Wembanyama, on a bien vu là dans ces finales à quel point il n'a pas un jeu offensif qui est assez développé, mais son impact est tel que ça a permis à cette équipe de passer des caps, de passer des tours de playoff et quelque part à la surprise générale. En tout cas, moi, j'étais le premier surpris quand je les voyais jamais cesser de gagner et de continuer à avancer. C'est quand même complètement anormal ce qui s'est passé. Et puis on a vu voilà cette inexpérience, le fait de ne pas avoir expérimenté ça auparavant. Mitch Johnson, stratégiquement, également montré des limites dans ses ajustements, dans ses rotations, dans l'allocation des minutes, dans les combinaisons qu'il a trouvées ou non sur le terrain. Et, euh, et voilà. Et je vais commencer sur Victor Wembanyama. On en a déjà parlé l'autre fois, mais voilà. Oui, Victor Wembanyama, je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord, en tout cas tous ceux que j'ai entendu parler de lui, beaucoup citent le travail primordial sur l'endurance
et sur le fait de développer une boîte à outils offensive, un face-up game. Ce face-up game, c'est un peu ce que fait Joel Embiid, où il fait face à son défenseur et il est capable de faire un petit shoot en reculant ou de faire un jab step et ensuite de partir au panier, de faire une passe. Enfin, essayer de varier son jeu, la triple menace quelque part. Développer également le jeu en pick and roll. Ça, c'est Tim Legler qui a sorti cette stat absolument incroyable où il comparait le nombre de pick and roll que les Spurs jouaient avec Victor Wembanyama en saison régulière, qui était à peu près dans la vingtaine, je crois que c'était 23 et quelques pick and roll en moyenne par match. Et en finale, ils en étaient quasiment à 45 pick and roll par match. Enfin, ils étaient à plus de 45 pick and roll par match, ce qui est énorme. Et ce qu'il expliquait, c'est que ça montre à quel point les Spurs n'étaient pas prêts, puisqu'il n'y avait pas encore ces automatismes, ce jeu développé, de se dire, en fonction des couvertures défensives, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut s'ajuster. Et au bout d'un moment, ton attaque, c'est pas de l'improvisation, parce qu'à ce niveau de professionnalisation, ils improvisent pas. Mais il y a un moment où la boîte à outils était vide et il faisait un peu comme il pouvait, quoi. Et une fois que les Knicks avaient compris ce qu'il fallait faire pour les mettre dans une situation confortable, on a bien vu que les Spurs n'arrivaient plus à trouver les solutions, notamment en fin de match, avec la fatigue, avec tout ça, tout ce dont on a déjà parlé. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de la part de Tim Legler, notamment, de mettre ça en avant. Ouais, oui, c'est ce qu'on a toujours dit, mais donc quoi? Non, mais par rapport par rapport à Victor Wembanyama et par rapport aux Spurs, est-ce que cette équipe de San Antonio aujourd'hui, on leur tombe un peu dessus à juste titre. Il y a plein de choses qui sont absolument critiquables, mais je pense que les Spurs doivent prendre conscience que l'an dernier, ils font venir De'Aaron Fox et que c'est véritablement la première saison qu'ils sont en train de jouer avec lui, à son poste de meneur de jeu, que la présence de De'Aaron Fox a été extrêmement importante pendant la saison régulière, parce que Dylan Harper, pour le coup, n'était pas prêt pendant la saison régulière, et qu'aujourd'hui, je pense que la précipitation n'est pas du tout ce que doivent faire les Spurs. Je pense qu'ils doivent songer à l'avenir, mais la saison qui est en train de se présenter l'année prochaine, là, 2026-2027, je pense qu'il ne faut absolument pas se précipiter sur les décisions, dire il faut absolument bénir De'Aaron Fox dans une autre équipe, quitte à filer des pics de draft et ainsi de suite. Je pense que ça serait une erreur de surréagir à ça et de ne pas perdre de garder à l'esprit le fait qu'il faut développer absolument ces joueurs. Wembanyama, Harper et Castle, et qu'il y a énormément de travail encore à produire pour cette équipe des Spurs, aussi impressionnant qu'a pu être leur parcours en play-off et leur accession en finale NBA. Je pense qu'il faut se calmer en termes d'ambition, jusqu'où on veut aller dans l'ambition immédiate avec cette équipe, quoi. Ah, je pense pas que ça soit possible. Je vois pas comment, alors que tu sors d'une finale NBA, tu peux. Je comprends ce que tu veux dire, j'ai dit exactement la même chose l'autre fois. Ouais. En fait, déjà, la première chose, c'est. Je comprends tout ce que tu as dit, et moi je suis d'accord, hein, moi dans l'absolu, Fox, j'ai plutôt eu tendance à temporiser les critiques, parce que je pense que, quels que soient ses défauts et quelles que soient les défaillances qu'il a montrées dans les moments importants dans ses playoffs, c'est un joueur dont le profil est utile, qui est important. Enfin, en tout cas, je suis persuadé aujourd'hui qu'à l'instant T, les Spurs sont meilleurs avec Fox que sans lui. Maintenant, en fait, il y a un élément qu'on ne maîtrise pas et sur lequel on a peu d'informations, c'est comment ça se passe en interne. En fait, ce problème de hiérarchie qu'il va y avoir entre Fox et Harper, aujourd'hui, ça peut devenir un énorme problème pour les Spurs. Parce que si Harper, il est déjà frustré en cours de saison régulière sur sa saison rookie, tu peux pas te permettre de maintenir cette situation-là. Alors, peut-être il y a beaucoup de gens qui sont revenus sur les propos, d'ailleurs, de Devin Vassell, Charlie. Il y a des gens qui ont expliqué que ce que voulait dire Devin Vassell, c'était... Il parlait de la frustration de Dylan Harper en début de saison, quand il a commencé à jouer avec les Spurs, qu'il y a un moment où il n'a pas beaucoup joué. Il a même été envoyé en G-League, il me semble, pendant la régulière.
Et que Oui, mais c'est à ce moment-là que la frustration est née. Mais que, en fait, ce qu'ont expliqué, ce qu'explique beaucoup de sites de fans des Spurs, c'est que Devin Vassell n'était pas en train de dire Dylan Harper trouve ça totalement illégitime aujourd'hui que De'Aaron Fox soit devant lui dans la rotation. non, mais personne n'a jamais dit ça. Ce qu'on dit juste, c'est que si à ce moment de sa carrière, le mec commence déjà à ressentir de la frustration, après les finales qu'il a fait, on a vu les matchs, le mec c'était le patron quand il était sur le parquet. Je te dis même pas, il a surperformé pour un rookie. Je te dis quand il était sur le parquet, Dylan Harper était le patron de cette équipe, dans l'attitude, dans la manière avec laquelle il jouait. Le troisième carton qui nous sort sur le match, je sais plus, le match 4, je crois, ou le match 5. Enfin, à un moment, moi je pense que ça va être un problème si on maintient les choses telles qu'elles ont été la saison dernière, à savoir un De'Aaron Fox titulaire avec un très gros temps de jeu et un Dylan Harper qui est en retrait. Alors après, c'est les Spurs, c'est une franchise qui est extrêmement bien gérée, avec un front office qui est extrêmement intelligent. Peut-être qu'ils vont réussir à aplanir les choses, peut-être qu'ils vont réussir à faire accepter à Dylan Harper de rester en sortie de banc, mais d'avoir peut-être plus de responsabilités, un temps de jeu accru, des rotations différentes. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, si il y a un problème de hiérarchie entre Fox et Harper, bah je pense qu'en fait le front office des Spurs va se retrouver dans une situation où ils n'auront pas le choix que de prendre des décisions. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui prendre un risque avec Dylan Harper, c'est-à-dire prendre le risque de le frustrer, de lui donner envie d'aller voir ailleurs, tu vois, ou juste de le mettre dans une situation où il est inconfortable, je pense que ce serait une bêtise. Moi, globalement, sur cette équipe des Spurs, franchement, je pense d'abord que je pense que les jeunes de cette équipe, ils ont pas envie d'être patients. Je pense que Wembanyama, il a conscience du fait qu'il est déjà parmi l'élite des joueurs de la ligue, qu'il est déjà candidat MVP. Je pense que Harper, il est conscient du fait qu'il a performé d'une manière exceptionnelle au plus haut niveau de compétition. Je pense que Stephen Castle, certes, a fait des finales décevantes, mais il s'est imposé comme un joueur extrêmement important pour cette équipe. En fait, cette première campagne de playoff, moi, le problème que je vois avec la théorie de la patience, c'est que cette première campagne de playoff, elle a en grande partie gommé le plus gros défaut qu'on voyait à cette équipe, à savoir l'inexpérience. Donc, maintenant qu'on a gommé ce problème-là, est-ce que tout ce que tu as dit avant est tout à fait vrai, hein. Ils sont arrivés en finale en n'étant pas prêts, ils sont arrivés en finale, mais ils sont quand même arrivés en finale. Tu vois. En fait, la NBA, ça va extrêmement vite. Tant que Wembanyama, Harper et Castle sont en forme, tant que ces mecs-là sont préservés des blessures, tant que ces mecs-là sont là, tant que ces mecs-là sont sous contrat rookie aussi, cette équipe, elle a un truc unique à jouer. Et elle doit le jouer à fond parce que rien ne garantit que leur fenêtre de prétendant au titre restera ouverte pour des années. On a passé tout le début, enfin toutes les premières saisons de Wembanyama à dire il a un profil à risque, on sait jamais à quel moment ça va péter, on croise les doigts pour qu'il se blesse pas. Moi, je suis désolé, j'ai pas envie d'attendre que Wembanyama il ait 25-26 ans pour avoir une équipe qui va vraiment viser le titre aujourd'hui. Je pense que l'accord collectif, on le connaît. On sait qu'aujourd'hui, pour une franchise, ce qui change tout, c'est d'avoir des contrats rookies parmi ces joueurs importants. Ils en ont 3. S'il y a bien un moment pour moi où les Spurs, ils devraient justement dire c'est maintenant qu'on y va les gars, parce que on a déjà une base qui nous permet d'aller en finale en battant OKC, en battant les Wolves. Moi je pense sincèrement qu'il y a aucune raison de faire pas de faire un pas en arrière, parce que juste conserver Fox et ne pas faire de grands mouvements, c'est pas faire un pas en arrière. Mais je pense que ce serait une erreur de pas s'engouffrer dans la fenêtre qui est actuellement ouverte. En tout cas, comme on l'a évoqué l'autre fois, il va falloir reconstruire la réputation de De'Aaron Fox. Et parce que aujourd'hui, je voyais quand même beaucoup d'idées de transfert le concernant. Moi-même, je me suis essayé à l'exercice. Sauf qu'aujourd'hui, tu te rends bien compte que les Spurs vont devoir lâcher des pics de draft s'ils veulent qu'une équipe récupère son contrat à De'Aaron Fox. Ouais, bien sûr. Et, ça, la pertinence de cette décision-là, vu certains pics de draft qui sont de grande qualité. Ils ont notamment, je crois, un pic de draft des Kings non protégé en 2031, un truc comme ça, ou je sais plus. Mais ils ont vraiment des pics de grande valeur. Donc, moi, je pense que en fait, cet été. pour moi, faut recalibrer ce truc-là. J'ai eu l'impression, à la fin des finales, moi le premier, que je suis parti beaucoup trop vite, beaucoup trop loin dans le truc. Il faut absolument tout cadrer pour aller gagner le titre, retourner en finale l'année prochaine. Je pense que l'objectif doit être celui-ci, bien évidemment, aujourd'hui pour les Spurs. Les Spurs sont contenders aujourd'hui. Il n'y a aucun moyen de dire autre chose concernant cette équipe.
En revanche, je pense qu'il est important pour eux de ne pas se précipiter dans les décisions côté front office, de comment tu vas piloter cette histoire de De'Aaron Fox et le fait d'avoir 3 meneurs de jeu où il y a un moment, ça va coincer. On sait tous que ça va coincer. On l'a dit, toi et moi, que ça allait coincer. Et je pense que tout le monde a conscience qu'à un moment ou un autre, ça va coincer. Et que l'argent qui est alloué à De'Aaron Fox sera probablement mieux utilisé sur d'autres profils de joueurs qui vont répondre à des besoins qui ont été clairement identifiés pendant cette campagne de playoff. Donc ça, pour moi, c'est certain. Maintenant, le pied, je suis plus sur la stratégie du pied au plancher. Je pense qu'il va falloir rester raisonnable et, voir comment cette équipe, si elle est laissée en l'état, on verra à l'intersaison comment ça se passe, mais si elle est gardée en l'état d'ici la saison prochaine, voilà, je promets de ne pas m'énerver, de pas perdre patience immédiatement les concernant, quoi. Moi, je suis pas bloqué sur le cas Fox. Encore une fois, moi, si le front office et le coaching staff arrivent à bien régler les choses entre Harper et lui, que les choses sont claires, que tout le monde accepte son rôle et que tout le monde joue le jeu, j'ai absolument aucun problème avec le fait que De'Aaron Fox reste. Mais c'est vrai que pendant un temps, ça, Charlie, parce que le problème de son contrat, c'est qu'il dépasse les renouvellements de contrat de Castle et de Harper. Ouais, bien sûr. Donc Oui, il y oui, aura non, bien sûr. forcément un monstrueux problème financier très rapide. Enfin, Ouais. dans 2 ans, tu as un problème financier immédiat, quoi. Tout à fait. Non, mais là, tout à fait. On parle que de la saison prochaine. Ouais, Mais pour autant, je pense que, tu vois ce que tu disais sur les pics, par exemple, je pense que ça, il faut pas hésiter. Voilà, je pense que si, tu vois, Keldon Johnson est en contrat expirant à l'été 2027, donc là, il lui reste une année à 17,5 millions sur son contrat. Si en faisant un package avec Keldon Johnson et 1, 2 ou peut-être même 3 pics, pas forcément tous des premiers tours, t'as moyen d'aller chercher un mec qui va vraiment renforcer ton équipe, un profil différent, qui va coller à tes manques, qui va te permettre, quand c'est un peu tendu en playoff, de jouer des coudes, de répondre un peu plus physiquement, de varier un peu le jeu. Je pense qu'il faut absolument pas hésiter à mettre des pics dans le package. Je pense vraiment que la fenêtre des Spurs, elle est aussi... En fait, je pense qu'il faut absolument profiter des contrats rookies. Voilà, je pense que tant que tu as autant de joueurs avec des contrats rookies, tu dois en profiter. Et s'il y a bien un moment pour moi où faire all-in, c'est maintenant. J'ai failli me faire avoir avec une fausse rumeur de transfert qui voyait Jaylen Brown se pointer aux Spurs, avec les Spurs qui filaient des pics de draft à Milwaukee, avec le deal avec Giannis Antetokounmpo et tout. Et j'étais en train de me dire, mais c'est Jaylen Brown aux Spurs, mon Dieu. Ça serait quelque chose de... Non mais tu vois, je sais que par exemple, les fans des Spurs, ils aimeraient bien avoir un profil de 4 bien physique arrivé. Si t'as moyen de choper un mec comme ça en sacrifiant Keldon Johnson et des pics, il faut pas hésiter, tu vois. De toute façon, ouais. Et de la même manière, tu vois, Luke Cornett, il a quand même montré, en tout cas, Mitch Johnson a eu beaucoup de scrupules à l'utiliser en playoff dans les moments chauds. Le contrat de Luke Cornett, si tu peux y adjoindre des pics et choper mieux en échange, je pense qu'il faut pas hésiter. Ouais, Keldon Johnson, beaucoup en ont parlé justement, et ce qui se dit le concernant, c'est que les Spurs vont probablement jouer la fin de son dernier contrat. Il va être expirant la saison prochaine, donc ce sera potentiellement une monnaie d'échange en cours de saison. Et au pire, il va jusqu'au bout de son contrat. Et ça fera du salary cap en plus. Et ce serait dommage. T'es les Spurs, tu vas attirer qui à la free agency? Oui, non, mais il faut être proactif, il faut essayer de trouver quelque chose. Bien évidemment, mais Keldon Johnson, c'est un peu pareil que De'Aaron Fox aujourd'hui. C'est-à-dire que 6e homme de l'année, certes, mais il va falloir aujourd'hui retaper un petit peu le bonhomme pour... non, contrat expirant. T'as pas besoin de le retaper. Il est contrat expirant. Oui, tu veux dire pour une équipe qui cherche à dumper du... Ouais, à libérer de la marge pour l'été 2027. Voilà, à nettoyer ses finances. Ouais, tout à fait, t'as raison, ouais. Ouais, t'as raison, il rentre dans ce cadre-là, Keldon Johnson. Moi, je peux te dire, il y a plein d'équipes qui seraient ravies de choper un contrat expirant à 17,5 millions plus 1 ou 2 premiers tours de draft. J'en suis absolument persuadé. Ce qui est sûr, c'est que Keldon Johnson a un contrat assez gros pour choper un joueur pas dégueulasse côté Spurs. C'est un salaire intéressant et tu peux récupérer sûrement des très bons profils avec ce salaire-là.
Ouais. Mitch Johnson, j'aimerais terminer sur les Spurs avec lui. J'ai trouvé qu'il a lui aussi montré certaines limites dans cette campagne de playoff. Mhm. Et je me suis souvenu, et ça, je ne sais plus dans quel podcast j'ai entendu ça, mais la personne expliquait que Mitch Johnson n'est pas le premier ni le dernier coach à faire une première campagne de playoff plutôt décevante, ou du moins où tu es un peu perplexe. En tout cas, N'empêche qui qu'il s'est a mal fini, ouais. Voilà, n'empêche qu'il a hissé cette équipe Ouais, jusqu'en finale NBA, donc il n'a pas tout fait à fait. que n'importe quoi. Il y a un moment, il faut quand même remettre pareil les choses en ordre. Et il citait notamment des coachs qui sont devenus des coachs légendaires. Il citait Rick Carlisle, il citait Greg Popovich lui-même, en expliquant qu'au tout début, que Popovich était extrêmement critiqué par les fans des Spurs, que beaucoup réclamaient sa tête. Eric Spoelstra aussi, à ses débuts à Miami, euh, avait été critiqué. Donc c'est vrai que Mitch Johnson, j'espère qu'il va utiliser cette expérience pour comprendre que voilà, des fois trop de rigidité est problématique. D'ailleurs, tu parlais de Luc Cornette. Moi, je trouve ça, enfin, je trouve qu'il y a un moment, il aurait dû vraiment beaucoup plus puiser dans son banc. Et si le banc n'était pas jouable, alors est-ce que le banc aurait été construit autrement si les Spurs avaient pensé qu'ils avaient cette opportunité d'aller en finale NBA? Probablement. Oui, Probablement. Je pense que la construction de l'effectif aurait été différente. ouais, je suis d'accord avec ça. Et c'est pour ça que le front office, aujourd'hui, a la mission, le devoir, j'ai envie de dire, de désormais de bâtir un banc, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, parce que tu as des contrats rookies, tu vas pouvoir aller choper des joueurs de qualité et aller choper des mid-level exceptions, les contrats vétérans et tout ça, où tu vas potentiellement pouvoir trouver des bons éléments. Encore faut-il les identifier, encore faut-il réussir à les faire venir. Donc je trouve que cette intersaison-là des Spurs va être très très importante. Et une des premières missions pour moi, c'est justement de reconstruire, de reconstruire un banc où on n'aura plus cette question de se dire mais pourquoi il arrive à jouer personne, pourquoi il tourne tout d'un coup avec 7 mecs, quoi. Ouais, pour moi, le sujet, le sujet numéro un, c'est clarifier la hiérarchie Fox, Harper, Castle. Une fois que tu as réussi à apaiser ça, que tu es persuadé qu'il n'y aura aucun problème là-dessus, effectivement, il faut absolument reconstruire un banc, ça je suis complètement d'accord avec toi. Et Mitch Johnson, ouais, on l'a critiqué un peu dans le podcast sur ses finales, mais on peut absolument pas critiquer ses playoffs overall, on peut absolument pas critiquer sa saison overall. Le mec qui m'aurait dit que les Spurs allaient gagner plus de 60 matchs cette année en début de saison, voilà, je l'aurais traité de fou. Voilà, mais Johnson, voilà, on peut pas décréter qu'il faut dégager ce mec-là parce qu'il s'est planté en finale NBA. C'est pas possible. Il faut absolument juste qu'il tire les leçons de ce qui s'est passé. Lui aussi, il a pu identifier des axes de progression sur son coaching, sur sa manière de gérer les rotations. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il retire de tout ça pour progresser Hmm. pour la saison prochaine. T'es surpris du revirement de l'image de Victor Wembanyama depuis les finales ou pas? Oh, alors là, il faut pas que tu me parles de ça parce que je suis tombé sur un extrait vidéo tout à l'heure d'un type qui critiquait le fait que le mec ait été voir un hôpital pour enfants et qui disait à quel moment ça fait plaisir à des enfants de voir un français faible. Oh là là, mais vraiment, mais le niveau de certains médias américains, mais c'est vraiment à foutre à la Ouais. poubelle, quoi. Non, je suis pas surpris parce que c'est notre époque, c'est les réseaux sociaux. En fait, tout ça n'existe que sur les réseaux sociaux. C'est pas la vraie vie, les réseaux sociaux, c'est de la merde. Effectivement, aujourd'hui, on est à une époque où il faut absolument brûler tout ce qu'on a monté, tout ce qui est un peu trop monté, enfin porté au nu, il faut absolument le brûler parce qu'on est différent, parce que c'est super, et puis il faut le faire de la manière la plus ordurière et la plus Hmm. insultante possible. C'est vraiment juste une poubelle à ciel ouvert, donc ça ne m'étonne pas. Non. Il y a Bomani Jones qui a fait un espèce d'édito un peu là-dessus, vocal dans son podcast en parlant de Wembanyama. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui critiquent notamment le fait que il se présente comme un peu un intellectuel, qu'il lit des livres, qu'il essaie toujours d'avoir des bonnes phrases, des phrases intelligentes, pensées, sensées, réfléchies, avec un peu de profondeur, et qu'il a un sens de la formule et tout ça. Et Bob Manny Jones dit, c'est typiquement c'est un comportement que certains imbéciles
parce qu'on leur renvoie à leur propre, bah, Médiocrité. ouais, à leur propre médiocrité, à leur manque de réflexion et d'empathie et tout ça. Et qu'au final, tu finis par attirer les critiques et la haine de ces gens-là, même parfois. Et j'ai trouvé son point de vue assez intéressant. Et oui, t'as tout à fait raison. Mais c'est assez fabuleux, je trouve, le revirement de situation concernant Victor Wembanyama, comment beaucoup de gens lui tombent dessus. Et c'est leur droit le plus profond. Écoute, ils ont le droit de faire ça. Mais voilà, il y a des critiques qui sont extrêmement regrettables. Le truc de l'hôpital que tu viens de citer en est un. Et surtout, Et comment est-ce que je ces trouve ça mecs-là peuvent... grotesque. En fait, comment est-ce que ces mecs-là peuvent être... En plus, c'est ouvertement raciste, quoi. Vraiment, le mec utilise sa nationalité française pour dire... c'est vraiment... c'est complètement bidon. Et oui, effectivement, sur le côté intellectuel, en plus, il a jamais demandé ça. Victor Wembanyama, c'est comme au début de la saison, là, il y a eu plusieurs vidéos qui sont sorties parce qu'il ramène des bouquins dans le vestiaire. Enfin, il a jamais Ouais, demandé c'est à ce ça. Ouais. Enfin, il a jamais demandé à ce qu'on le filme en train de lire son bouquin, le pauvre. Je pense que tous les gens qui aiment bouquiner savent que t'as pas du tout envie qu'on te filme quand t'es en train de lire, en fait. Laissez-nous tranquilles. Tu vois, laisse-le dans Non, mais sa c'est tête, le exactement gars. ce que tu as dit. Les médias passent leur temps à détruire ce qu'ils ont eux-mêmes monté. C'est-à-dire que Oui, c'est ça, qu'on trouvait exactement. cool et sympathique et rafraîchissant avec lui. Ah, il lit des livres, ah, il va voir des moines en Chine, ah, si, à ça, si, à ça. Et tout d'un coup, c'est les mêmes choses qu'on lui reproche. On lui reproche d'être qui il est, tout simplement, quoi. Et Exactement. c'est totalement stupide, en fait. C'est incroyablement malhonnête et malsain, quelque part, j'ai envie de te dire. Mais, euh, mais c'est pas étonnant. C'est la société dans laquelle on vit. Et, Ouais, c'est le reflet de notre époque, ouais. ouais, ouais, complètement, ouais. Du discours, on a besoin de se placer vis-à-vis d'un sujet et dès qu'on a choisi un camp, et ben de l'autre côté, il faut absolument être dans la destruction totale de tout ce qui est contraire à ce qu'on pense, quoi. Oui, Enfin c'est bref. ça. En fait, les gens passent beaucoup plus de temps à détruire ce qu'ils n'aiment pas qu'à louer ce qu'ils aiment, quoi. Hmm. C'est assez particulier, quand même. Alors que quand tu écoutes Victor Wembanyama, enfin l'espèce de recul qu'il peut avoir assez rapidement quand même sur toute la situation et ainsi de suite. Voilà, pareil, j'ai vu des gens qui, enfin voilà, Jacobi là sur The Ringer qui s'est lancé dans une espèce de d'attaque personnelle vis-à-vis de Victor Wembanyama. C'était, je sais plus comment il s'appelle ce mec. Bref. Et mais c'était vraiment, mais tellement, c'était insultant. C'était insultant et un mépris absolu pour Victor Wembanyama. Ouais, j'aime pas comment il se la raconte quand il dit ouais de toute façon je suis né pour ça. Et ben voilà, maintenant t'as perdu. Enfin, c'est à vraiment jouir de la défaite, du fait que les Knicks les ont éliminés 4-1 et de se dire ah regardez, tu sais aujourd'hui on cherche à l'humilier quelque part. Enfin certains cherchent à l'humilier et je trouve ça dingue. Je trouve ça complètement fou. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Voilà, David Jacobi, c'est ça, putain. Et le mec, ce mec-là, un mec que je déteste, j'écoute pas trop ce qu'il fait, mais cette sortie médiatique qu'il a eue là, je sais pas, je crois que c'était dans le podcast de Zaglo, je crois, un truc comme ça, ou c'était une des émissions de The Ringer, c'est sûr. Et j'ai trouvé ça, mais abject, j'ai trouvé ça hallucinant. C'est un mec, franchement, je me dis, mais c'est, c'est fou de faire ça droit dans ses bottes et de pas se dire, putain, je suis vraiment un sale con, quoi. Pardon pour les gros mots, mais bref. Je voudrais refaire un petit détour rapidement. Il y a une take que j'ai adorée dans la presse américaine. C'était la question de savoir est-ce que aujourd'hui, si c'était une équipe comme les Hornets ou les Wizards ou une équipe qui est à moitié en galère ou les Kings par exemple, est-ce que la meilleure idée que tu pourrais avoir, ce n'est pas de recruter Tom Thibodeau? Le mec, il est arrivé au Knicks à l'été 2020. Il a été nommé coach de l'année dès sa première saison là-bas. Il a mis Julius Randle dans les meilleures conditions, ce qui a permis à Randle d'être All-NBA Team. Il y a eu cette défaite traumatisante face à Atlanta ensuite au premier tour, mais c'est à ce moment-là que New York a vraiment commencé à relever la tête, à devenir une équipe qui compte. C'est la première embauche d'ailleurs de Leon Rose et de William Wesley, le vice-président de la franchise.
et homme très, très influent au sein de la ligue. Les Knicks ont enchaîné les saisons à 50 victoires pour la première fois depuis 1994-1995 sous la direction de Tom Thibodeau. Ils ont été défaits en finale de conférence donc la saison dernière face aux Pacers. Et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, Charlie, comme question, parce que je me dis effectivement, Tom Thibodeau, autant tu sais ce qui va advenir, c'est-à-dire que tu vas avoir 6 joueurs, 7 joueurs qui vont vivre l'enfer, parce qu'ils vont jouer 45 minutes par match. Mais est-ce que c'est pas un coach comme ça, pour certaines équipes, qu'il faudrait embaucher pour justement bâtir une culture? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, je pense qu'en tout cas pas pour une équipe comme Charlotte, parce que Charlotte c'est une équipe qui est jeune et qui est en développement, et autant Thibodeau il est capable de changer la culture d'une franchise, mais je crois vraiment pas que sa spécialité ce soit de bosser avec des jeunes. En tout cas Ouais, c'est pas historiquement, j'ai pas de souvenir marquant de lui en tant que coach développant des jeunes. Alors oui, il a changé beaucoup de choses au Knicks, mais il l'a pas fait en développant une nouvelle culture, en formant des jeunes. Enfin, c'est pas par ce c'est vrai. biais-là en tout cas que c'est arrivé. Non, non, Bon, c'est vrai qu'il est très mauvais pour développer les bah talents, les ouais. jeunes talents dans son effectif. C'est vrai que tu as raison, ça nécessiterait une équipe qui a un peu de bouteille, Et c'est pour mais ça qui se cherche. que moi je suis très déçu que ça soit pas lui qui est signé à Chicago. Ah, tu vois, un retour à Franchement, Chicago. enfin, je veux dire, ça aurait été trop bien. Déjà, je trouve que les Bulls collent assez bien à l'image de l'équipe qui doit changer profondément les choses, mais qui n'a Ouais, pas l'air de c'est pas vouloir faux. repartir sur une vraie reconstruction. Tu vois, ils misent pas sur la jeunesse et sur la draft. Alors certes, ils ont le quatrième choix de la prochaine, je crois, mais bon, ça fait quand même assez longtemps qu'on se demande quand est-ce que cette franchise va enfin appuyer sur le bouton rouge pour relancer un nouveau cycle, et ça n'arrive pas. Donc moi, Là, j'aurais bien... ils ont un peu pris ils ont refondu totalement le front office. Là, ils viennent Ouais, d'embaucher Thiago Splitter. On espère un renouveau dans la culture et dans ce que vont proposer les Bulls, ça c'est sûr. mais moi, Ça, j'aurais bien aimé, tu vois, avoir c'est pas Thibodeau con, ouais. J'aime bien ton idée. aux Bulls. En plus, ça aurait été un beau retour. Mais écoute, je sais, je sais pas très. On verra à quoi en fait ressemble la suite pour lui. Moi, c'est un coach qui est assez particulier. On peut en aucun cas lui enlever une part du mérite du titre d'Enix. Il a tellement participé à poser les fondations dans cette équipe, cette mentalité de lâche rien, de lâche rien, cette intensité, l'âme de ces Knicks là, c'est clairement en partie lui. Mais mais en même temps, ses limites, on les connaît aussi, et c'est ça qui le rend si frustrant. Tu l'as dit, son obstination à ne pas ouvrir la rotation notamment. Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il aura d'autres occasions de s'exprimer à la tête d'une équipe. C'est un coach qui est très respecté en NBA, et puis j'aime bien, moi, là, je sais pas si tu as vu, Taj Gibson a expliqué qu'il était hyper heureux du titre Ouais, des carrément, Knicks, j'ai vu ça, ouais. qu'il était super fier de ses anciens joueurs, qu'il était hyper heureux pour eux. Et franchement, ouais, voilà, j'espère qu'on va le retrouver dans une équipe assez rapidement. Mais je pense, voilà, je pense pas que ça soit vraiment un bon profil pour une équipe qui mise sur les jeunes pour changer, enfin, en tout cas pour relancer un nouveau cycle. Je pense que ça peut marcher. Voilà, vraiment, pour moi, Chicago, c'était vraiment l'idéal à ce niveau-là. Je l'aurais bien vu à Orlando, mais ça va pas être lui puisqu'ils ont pris Ouais, c'est l'assistant vrai. ils ont pris l'assistant des Spurs, là, Sweeney. Ouais. Mais je l'aurais bien vu là-bas. Et il y a les Wizards, je pense que c'est une équipe que si, si Trae Young, là, qui a fait un opt-out de son contrat, tout le monde pense que logiquement, c'est parce qu'il a déjà négocié sa prolongation de contrat avec les Wizards. On verra bien ce que ça va donner. Mais si tu pars sur le principe que tu auras Trae Young, Anthony Davis pour l'instant, Ouais, c'est moins sûr, ça. bon, en même temps, si tu commences à faire jouer Anthony Davis un peu trop longtemps, un peu trop souvent, Ah, mais j'avoue, tu veux le tuer, le pauvre Anthony tu vas Davis. buter Anthony tu vas buter Anthony Davis. C'est comme un moment, je me suis dit, pourquoi pas aux Pelicans? Mais je me suis dit, mais aux Pelicans, mais Zion Williamson, il finit jamais la saison vivant, quoi. Non, mais en fait, sans même C'est parler pas... de ça, il est quand même réputé pour être assez intransigeant, Tom Thibodeau. Enfin, Hein. de ce qu'on sait de l'hygiène de vie et de travail de Zion Williamson, c'est genre avant même qu'il l'épuise, ils vont s'entretuer dans le vestiaire. Tu vois. Ah ouais, non, mais j'ai trouvé que cette réflexion était hyper intéressante et c'est vrai que Tom Thibodeau, pour tous les défauts qu'il peut avoir en termes de, voilà, comme tu l'as dit, développement des jeunes ou de temps de jeu et tout ça, c'est quand même un coach, voilà, on peut pas lui enlever le fait qu'il est capable, il l'avait fait aux Bulls, c'était moins bon à Minnesota pour le coup, où il avait eu beaucoup trop de pouvoir également, parce qu'il était président des opérations basket, Ouais. il était coach. C'était la fameuse époque où, où les coachs avaient la double casquette, ils étaient à la fois general manager et coach. Il y a eu cette période-là, un moment en NBA, c'était assez,
Et puis le vestiaire. Ça a disparu comme c'est venu, quoi. On sait pas pourquoi, mais ça c'est pas resté. Enfin voilà, ça a été Non, une mais très bonne chose pour les NBA. pour les équipes qui veulent relancer un cycle en développant des jeunes, il faut juste attendre que JB Bickerstaff se fasse virer de Détroit à la fin de la saison prochaine, c'est tout. Ouais. Quand ils auront fait une demi-finale de conf et que la franchise se dira il nous faut mieux pour passer au cap supérieur. Ouais, puis là, il n'y a pas vraiment il y a pas beaucoup de postes vacants quelque part. Les Bulls, c'était un des derniers, t'as raison. Il n'y a pas Si, assez de postes t'as les vacants. Blazers qui ont plus de coach. Mais alors, les Blazers, je sais pas qui a envie d'aller dans cette franchise aujourd'hui. Bah, c'est surtout qu'a priori, il faut y aller en étant au SMIC, quoi. Donc, Oui, c'est ça, ouais. C'est n'importe quoi, cette situation des et à Blazers. Washington, Brian Key, visiblement, va rester. Donc, Oui, mais voilà, tu vois, pour le coup, les Wizards, je pense qu'ils auraient pas eu. Enfin, ça aurait pas été con de changer ton fusil ah oui, d'épaule, quoi. moi je suis bien d'accord. Après, écoute, il va peut-être. Peut-être que Brian Key va nous mettre va tous nous surprendre. Ouais, moi le premier. Brian Brian, tu es incroyable, quel stratège. Euh, on va aborder les autres sujets. Ah oui, voilà. Où jouera LeBron James la saison passée? On a déjà parlé de ça Prochaine. rapidement l'autre fois. La saison prochaine, pardon. Brian Windhorst a annoncé que les négociations étaient déjà en train d'avancer entre lui et les Lakers. Mark J. Spears d'ESPN également a indiqué que son retour était très probable. En tout cas, c'est ce qui se dit actuellement. Et apparemment, il y aura peut-être Kevin Love qui pourrait le rejoindre, reformer le groupe en venant aux Lakers. Alors ça m'a complètement laissé sur les fesses, je t'avoue. Je me dis, mais pourquoi il ferait venir Kevin Love en plus, voilà, qui aujourd'hui est plus une présence, un vétéran présent dans le vestiaire qu'un joueur conséquent qui sort du banc. Mais ça pose plein de questions côté Lakers. Je me demande vraiment à quoi ça va ressembler cette intersaison concernant LeBron James. Je garde l'idée en tête qu'il a envie de jouer à Los Angeles, qu'il n'a pas envie de partir très loin. Et là, on voit déjà toutes les informations qui commencent à sortir. On a à peu près l'idée de qui ça vient. C'est le camp de LeBron James avec Rich Paul et tout ça qui commence déjà à travailler la presse. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les Lakers ont quand même beaucoup de décisions à prendre, avec notamment Austin Reeves, mais également Hachimura, Jackson Hayes, qui sont pressentis pour revenir parce que ce sont des joueurs qui correspondent exactement à ce dont a besoin Luka Doncic pour exprimer son talent sur le terrain. Charlie, la probabilité que LeBron James revienne aux Lakers encore une fois et à quoi ça ressemblerait s'il revient? Est-ce que ça serait la fameuse dernière saison qu'on attend tous qu'il annonce ou pas? Parce qu'apparemment, il a des exigences sur s'il devait faire des sacrifices financiers, il faudra qu'on lui explique, qu'on lui fasse un PowerPoint pour lui expliquer le pourquoi du comment il devrait sacrifier de l'argent et pour quel type de joueur et pour quel type de renforcement. Comment tu vois ça, toi, de ton côté en tant que fan? Bon, d'abord, je pense qu'il sera aux Lakers, effectivement, la saison prochaine. Écoute, moi, je pense que toute l'agitation créée par Clutch Sport depuis l'élimination des Lakers sur le fait qu'il voudrait quand même un bon contrat, qu'il fera de cadeau à personne, qu'il a besoin d'avoir des informations sur l'utilisation de l'argent pour accepter une ristourne. Pour moi, tout ça, c'est de la com, c'est fait pour sonder le marché, pour voir si d'éventuelles équipes seraient prêtes à lui donner ce qu'il veut et ainsi mettre la pression aux Lakers. Sauf que, a priori, des équipes prêtes à lui donner un gros contrat, il y en a pas. En tout cas, pas des équipes qui l'intéressent lui, pas des contenders. Donc, Oui, c'est ça en fait le nœud de cette histoire. C'est qu'on entendait dire oui, il y a 10-12 équipes qui sont prêtes à avoir LeBron James. Mais on sait tous que LeBron James n'a aucune envie d'aller terminer, je ne sais pas, dans n'importe quelle équipe de la ligue. Ça, c'est complètement faux. non, et puis les 10-12 équipes, elles veulent bien avoir LeBron s'il accepte un contrat raisonnable, pas avec un contrat à 40-50 millions l'année. Donc voilà, moi je pense que la tentative pour mettre la pression, elle marche pas. En fait, au contraire, logiquement, j'estime que ça devrait lui faire comprendre que l'époque où il était en position de force est révolue, et c'est un peu le risque de jouer à ce jeu-là quand un joueur est dans sa position. Maintenant, voilà, moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il veut rester à Los Angeles pour des raisons professionnelles et familiales. Je pense qu'un accord va être trouvé. La question, c'est à hauteur de combien et à quel point est-ce que tout ça va impacter la capacité des Lakers à construire une équipe forte autour de Doncic, parce que
pendant que la plupart des médias américains en font des caisses sur LeBron veut ci, LeBron veut ça, la vérité c'est que le vrai sujet en fait aujourd'hui c'est Luka Doncic et Luka Doncic il a donné il s'est exprimé sur ses attentes sur l'été des Lakers, je crois que c'était auprès de la presse espagnole, euh, et de toute évidence, il faut absolument aujourd'hui donner à Luka Doncic ce que la franchise s'était engagée à lui donner à une époque, c'est-à-dire une équipe forte, capable de nourrir son ambition d'aller au titre. Là, il y a Dave McMenamin d'ESPN qui a fait un papier hier, je crois, euh, sur ce sujet-là, sur les attentes de Luka Doncic sur cet été, notamment sur le fait qu'il était absolument nécessaire d'acquérir un intérieur de premier plan. Et en fait, visiblement, depuis que Doncic est aux Lakers, l'idée, c'est de mettre le paquet à l'été 2026. Bon, on y est. Maintenant, il faut faire les bons choix. Il faut se donner les moyens de ses ambitions. Il a prolongé l'été dernier en faisant confiance à la franchise. Il faut se montrer à la hauteur de cette confiance, quitte à faire une croix sur LeBron s'il le faut et s'il refuse d'accepter une ristourne, quitte à se taper des mois d'interview de Rich Paul qui va casser du sucre sur le dos de la franchise, tant pis. Maintenant, moi, dans l'article d'ESPN, il y a quand même des choses qui m'intriguent un peu, notamment évoquer le fait que Rui Hachimura pourrait être parmi les joueurs en fin de contrat qui partiraient, sacrifiés notamment parce que l'argent n'est pas non plus infini, et si tu prolonges Austin Reeves, si tu prolonges LeBron, si tu prolonges Smart, enfin voilà, si tu veux prolonger le maximum de gens, tous ne pourront pas avoir l'argent qu'il faut, et je trouverais ça extrêmement dommage que ce soit Hachimura qui soit sacrifié, parce que il a pour moi le profil quasiment idéal pour cette équipe, et à choisir, quitte à faire crier les fans de LeBron, moi je préférerais qu'on donne des sous à Hachimura, pour être très franc. Bon voilà, écoute... T'es un fou, toi. T'es un Ouais, fou, moi je vis dangereusement, moi. Ouais, je vis dangereusement. Mais voilà, écoute, Ouais. moi j'estime qu'aujourd'hui LeBron, il est dans une situation qui est une situation que connaissent quasiment tous les joueurs NBA en fait, sauf que lui, il la connaît pas, et il est dans une situation où il n'est pas en position de force. Et mon gars, si tu veux rester à Los Angeles, si tu veux être dans une équipe ambitieuse, si tu veux que Luka Doncic te prenne sur son porte-bagages, eh ben fais des efforts. Et si tu fais pas d'efforts, eh ben tu vas avoir des grosses déconvenues, parce que moi, j'ai vu que les Warriors, par exemple, étaient confiants sur leur capacité à l'attirer si les négociations avec les Lakers se passent mal. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui, c'est la seule vraie piste alternative, avec peut-être les Cavs, mais plus le temps passe et plus j'en doute. Et franchement, si j'ai bien compris, l'intention que les Warriors, l'intention qu'ils ont, c'est de lui proposer leur mid-level exception. Donc c'est 15 millions de dollars annuels. Et je Hmm. pense que c'est le maximum aujourd'hui que LeBron pourrait avoir. Et j'ai un peu peur que les Lakers lui proposent plus et que ça ait des conséquences sur leur capacité à entourer Luka Doncic d'une équipe ambitieuse. Et je comprends très bien le côté businessman de LeBron James, qui effectivement, bon, j'ai vu des articles encore là qui sont sortis, mais c'est pas des articles qui datent d'aujourd'hui. Il y a déjà eu des articles comme ça par le passé, qui expliquent que LeBron James n'a jamais été véritablement payé à sa juste valeur. Que grosso modo, il a toujours rapporté beaucoup plus d'argent que le salaire qu'on lui a versé. Mais ça, j'ai envie de dire oui, bien sûr, mais pas pourquoi, parce que la NBA marche avec un cap salarial, contrairement à certaines ligues américaines, Bah oui. et que c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Et dans ces cas-là, il fallait faire du baseball ou autre chose, mais ça a toujours fonctionné comme ça. Et je comprends bien cette idée-là. Moi, la stratégie de LeBron James depuis 2 ans maintenant, je la comprends difficilement. Et là, attaquer cette intersaison en y allant frontal vis-à-vis des Lakers en disant va falloir me rendre des comptes, va falloir m'expliquer, alors que le mec n'est plus sous contrat et qu'il est potentiellement sur sa dernière année dans la ligue, ça c'est pareil. Il y a un moment ou un autre, il va falloir qu'ils nous disent est-ce que c'est la fin, est-ce qu'il joue encore 2 ans, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est pas raisonnable. Et aujourd'hui, de plus en plus de journalistes, j'ai vu l'autre fois un journaliste qui est un de ses plus fervents supporters depuis des années que je lis ces journalistes-là, qui disait euh, bon, je suis un peu lassé par le drama LeBron James et les Lakers, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, LeBron James, aussi incroyable que fut sa saison là, cette année-là, et les playoffs qui nous a sortis, où encore une fois, c'est un stratège extraordinaire, balle en main, euh, pour lire les défenses, pour dépioter. Enfin, je veux dire, LeBron James aurait été parfait avec les Spurs, par exemple, cet été. Enfin, pendant la campagne de playoffs.
Mais il explique, voilà, LeBron James aujourd'hui, c'est quand même difficile pour une équipe de se dire on va donner 40 millions ou 50 millions à un joueur où on sait très bien que c'est de l'argent probablement mal dépensé parce que c'est pas le mec qui va nous emmener là où on a envie d'aller, quoi. Si tu as des ambitions. Bah, c'est Et, clair, hein. euh, et voilà. Et en fait, cette stratégie-là de LeBron de dire maintenant vous me rendez des comptes parce que vous me devez le respect. Je trouve que c'est extrêmement dérangeant. Et dans l'article d'ESPN, il y a un autre truc, un autre détail qui m'a vachement marqué. C'est quand ils expliquent que Mark Walters, le nouveau propriétaire, est en contact permanent avec Luka Doncic. Et ce n'est pas le cas manifestement avec le camp de LeBron James. Et j'ai l'impression que c'est aussi euh, dès le rachat, j'ai l'impression que LeBron James a été vexé de ne pas être dans les petits papiers du nouveau propriétaire, qui est un des hommes les plus riches du pays. Et que il y a je sais pas si c'est une animosité, mais il y a cette confrontation de LeBron James à son statut qui n'est plus celui qu'il a été, et en même temps, il est cette espèce de légende du sport incontestable. Et il y a cette friction par rapport à tout ça, et je trouve ça assez fascinant. Et comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, les Lakers ont énormément de choix à faire. S'ils ont Luka Doncic, s'ils doivent payer Austin Reeves, si tu veux ramener ensuite les role players autour qui vont permettre à cet ensemble de fonctionner et d'être compétitif, bah LeBron James, c'est pas à lui que tu vas aller filer 50 millions. Et LeBron James de lui-même, je trouve, aurait peut-être dû dire bon, j'aurai jamais l'argent que j'estime mériter en tant qu'homme d'affaires. Par contre, en tant que sportif et pour mon image et pour une dernière saison dans le haut du panier de la compétition et avec une chance, je sais pas elle est à combien cette chance, mais avec une chance pas complètement improbable de gagner un titre pour finir toute cette histoire, je vais accepter de faire un sacrifice et de permettre à cette équipe de vraiment bâtir autour de tout ça. Oui, mais Et c'est que ce pas soit pas impossible sa que ça arrive. première, que ce soit pas sa première intention, ou qu'on en soit encore là aujourd'hui, ça m'étonne un peu, je t'avoue. Bah, moi, ça me dérange pas et ça m'étonne pas parce que, encore une fois, en fait, il joue à un jeu qui peut lui retomber dessus, en fait. La logique, ce serait que Pas ça lui retombe complètement. dessus. Je veux dire, mettre la pression comme il le fait, sonder le marché comme il le fait. Une fois qu'il aura constaté, que tout le monde aura constaté qu'il y a personne qui est en mesure ou qui a la volonté de s'aligner sur ses désirs, bah, ok, bah, très bien, tu vois. Qu'est-ce que tu, enfin, du coup, c'est pas dérangeant, au contraire, en fait. Je pense même aujourd'hui que pour le front office des Lakers, c'est plutôt une bonne chose, en fait, tu vois, qu'il ait cette communication-là, et que donc, de facto, en Je suis fait, d'accord. ils se rendent compte de ça. Bah oui, mais du coup, en fait, c'est un bon levier pour les Lakers, tu vois. Donc, cette communication de LeBron, finalement, elle va presque arranger la franchise. Ensuite, tu dis il devrait accepter une ristourne, mais c'est pas impossible que ça arrive parce que en réalité, si aujourd'hui la franchise et son camp sont en négociation, c'est bien qu'il met de l'eau dans son vin. Parce que s'il restait figé sur je veux 40, je veux 50, je veux ci, je veux ça, les discussions elles seraient déjà terminées. Tu vois, on serait déjà passé à autre chose en fait côté Lakers. Donc moi j'estime que bon, ben voilà, c'est LeBron, quoi. Sa communication fait chier, comme d'hab. Il prend trop de place médiatiquement, comme d'hab. Mais en attendant, si ça débouche sur un contrat très raisonnable aux Lakers et que ça permet aux Lakers de faire l'intersaison qu'il faut pour entourer Luka Doncic, bah, j'aurais aucun problème avec ça, tu vois très bien. Tout à fait. Franchement, si c'est le seul, si le seul côté négatif, c'est ces articles qui sortent tous les jours sur le sujet, bah, on s'en accommode, tu vois. C'est... En tout cas, la machine médiatique LeBron James, c'est quand même Mais assez oui. incroyable, Non, quoi. mais c'est pour ça, moi, qu'est-ce que Le ça me ferait boulot qu'ils rire? font chez Clutch Sports, c'est énorme, quoi. Qu'est-ce La que ça me ferait vache. rire de voir LeBron finir aux Warriors? En Pour plus, 15 millions, ça serait et oui, énorme. Ça serait à mourir de rire. en plus, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a un an ou deux, je t'ai dit en déconnant qu'il allait finir sa carrière avec Steph Curry parce Ouais. que et franchement, est-ce que tu te rappelles du fantasme de la Banana Boat Team? Tu te Bien rappelles sûr. de ça, là, ce Bien fantasme sûr. qui voyait LeBron, Wade, Melo et Chris Paul Melo, ouais. Et s'associer? Mais Chris Paul, ouais. franchement, on n'a jamais eu cette version-là. On pourrait avoir une version avec au moins Curry, LeBron, Draymond. Ce serait tellement drôle. Peut-être même que Chris Paul pourrait sortir de sa retraite Jimmy pour Butler, assister à ça. Porzingis. C'est quoi cette équipe, sérieux? Ah, ce serait un cirque, mais ce serait Ce serait magnifique. n'importe quoi. Non, mais ce serait trop drôle. Après, il y aurait tout le. Parce que si jamais, peu importe la décision qui va être la sienne,
il y aura toute l'histoire derrière qu'on va venir nous raconter. Ah bah ça, bien sûr. S'il va aux Warriors, il va dire ouais, machin, j'ai pris 15 millions, mais là, c'est pour une chance de jouer avec mon super ami Stephen Ouais, mon Curry. buddy. Avengers, Ah, Team USA. l'équipe de rockstar, quoi. Ce serait incroyable. Ça serait. Mais en fait, tout ça va être écrit, rédigé et préparé, quoi. Oui, bah, bien C'est sûr. drôle. C'est. On s'ennuie pas avec LeBron James, ça c'est sûr et certain. Ce mec me manquera un peu pour ça quand même des fois. Non, je déconne. On va parler des Nuggets. Je voulais me plaindre des Nuggets. J'ai pas parlé des Nuggets depuis longtemps. C'est Et je voulais vrai. me plaindre des Nuggets parce que je sens bien que leur propriétaire, là, les Kroenke, la famille Kroenke, va nous faire un peu n'importe quoi. En même temps, j'ai entendu Bobby Marks dans un podcast de fans des Nuggets qui était invité, qui a parlé un petit peu des ramifications salariales, du fait qu'effectivement, il ne veut pas toucher ils veulent pas dépasser le second palier. Mais c'est comme ce que James Dolan a expliqué très récemment là, par rapport au Knicks, c'est que le second Tout à palier, fait. une fois que tu l'as dépassé, tu peux plus rien faire. Tu es complètement bloqué. Il a été créé pour ça. Il a dit c'est Et suicidaire, je crois, Dolan. exactement, ouais. D'ailleurs, beaucoup ont peur que Dolan, tout d'un coup, maintenant qu'il regoute un peu au devant de la scène et qu'il se fait pas insulter dans tous les sens, ils ont peur qu'il revienne et qu'il revienne mettre son nez dans les affaires. Bref. Euh, Et là, il y a plein de choses qui vont se passer côté Nuggets. Il y a la décision sur Peyton Watson, qui est notamment une des cibles des Lakers. Une des cibles de 3/4 de la ligue. Hein. Ouais, complètement, ouais. Mais je trouve ça hyper intéressant dans le sens où l'idée, c'est de dire aujourd'hui, les Nuggets, personne n'est intouchable, tout le monde peut être viré. Il y a Mark Stein qui a dit que Aaron Gordon était le joueur de cet effectif qui attirait le plus de monde sur le marché des transferts potentiels s'il devait être transféré par les Nuggets. Euh, voilà, il y a la question de savoir est-ce que Jamal Murray c'est encore le meilleur partenaire pour Nikola Jokic. Peyton Watson, est-ce que tout d'un coup on n'est pas en train de survendre les qualités de ce joueur et de se retrouver un peu avec une nouvelle Christian Brown, c'est-à-dire un joueur que tu imagines incroyable et qu'une fois que tu as les sous, eh ben ça va pas être si fou que ça. Il a quand même il a des qualités, mais aussi des défauts. Est-ce que ces défauts ne seront pas problématiques une fois qu'il aura touché le pactole? Il y a les interrogations sur la valeur de Cam Johnson et de Christian Brown sur le marché des transferts. Qui veut de Christian Brown? C'est la grande question. Cameron Johnson, est-ce que tu t'en sépares ou est-ce que tu t'en sépares pas? On sait que Jonas Valanciunas, logiquement, ils vont comment dirais-je, racheter sa dernière année de contrat, enfin en tout cas la partie qui est garantie et la vider de leur salary cap pour qu'ils puissent partir en Grèce. Je crois qu'il veut partir en Grèce. Le chantier est absolument colossal tout d'un coup niveau Nuggets. Et ce qui est drôle, c'est que l'intersaison dernière, on avait l'impression qu'ils avaient fait un perfect quasiment. Ouais. Tout le monde était là à dire Ouah, l'intersaison, moi le premier. Hein. Ils ont L'intersaison fait des le Nuggets, c'est n'importe quoi, ça y est, ils sont prêts à regarder le Thunder droit dans les yeux, ça va au bout si ça passe au KC, nanana. Et ils sont encore pris une fessée par les loups, par les Wolves. Là, c'est la deuxième fessée quand même en 3 ans. Donc ouais, j'ai un peu le seum, je t'avoue, Charlie, et je voulais essayer de trouver une épaule réconfortante, que tu me donnes en tout cas ton point de vue, toi, sur la situation de Denver. Bah franchement, compliqué, hein. Ah, Je t'es suis désolé. chiant. Non mais déjà, Ah je là vais revenir là. sur ce que tu as dit. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que Peyton Watson, il est surcoté à mort et il va faire comme Christian Brown. Donc laissez-le aux Lakers, c'est parfait. Non Ouais, mais t'es incroyable. en fait, c'est difficile de se projeter sur l'intersaison de Denver. Franchement, comment tu gardes Peyton Watson sans sacrifier des pièces importantes? Évidemment que Ah, idéalement tu veux. ils peuvent parce qu'ils ont les bird rights de tous ces joueurs-là, donc ils Oui, peuvent, mais mais d'accord. ça veut dire qu'ils vont pulvériser le second palier. Bah oui, tu vois, c'est pas, tu sais très bien que ça ne va pas arriver. Donc déjà, mettons de côté cette possibilité. Mais en plus, Ok, tu vois, ok. on se positionne comme des fans, évidemment qu'on a idéalement envie que les propriétaires ne limitent pas la capacité de joueurs comme Jokic à jouer le titre chaque saison. Mais en même temps, si tu te mets à la place des propriétaires des Nuggets, que tu vois le salaire que le front office a donné à Christian Brown et ce qu'il vaut aujourd'hui sur le marché, ça t'incite pas à donner carte blanche non plus. Donc voilà, aujourd'hui,
idéalement, si t'es les Nuggets, tu veux te débarrasser du contrat de Brown pour pouvoir prolonger Peyton Watson, mais qui va aller prendre Christian Brown vu sa cote actuelle et le montant de son contrat? En fait, je vois pas, je vois pas comment c'est possible. Surtout qu'en plus, ils sont dans une situation qui est terrible parce que toute la ligue aujourd'hui sait dans quelle position ils sont. Ils sont sous Ouais. pression, ils doivent libérer de l'espace, donc bon courage à eux pour trouver un deal intéressant pour un mec comme Christian Brown qui déjà de base a une cote qui est très basse aujourd'hui, et en plus c'est renforcé par cette situation. Et comme en plus de mémoire, mais ça tu vas peut-être pouvoir me confirmer ou au contraire me dire que je dis des bêtises, mais ils ont peu de choix de draft. Ah non, mais leur capital de draft est extrêmement pauvre. En Voilà. fait, ils sont en train de payer toutes les décisions qui ont été prises en amont, il y a plusieurs saisons de ça, qui aujourd'hui fait un effet boule de neige. Et ils se retrouvent quelque part un peu coincés. Et l'intersaison dernière, c'était assez incroyable comment ils ont réussi à naviguer sur les bords comment dire, des limitations salariales pour réussir à faire venir Tim Hardaway Jr., euh, Cam Johnson, Valanciunas et tout ça. Tout d'un coup, on se disait, mais c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Et là, ça n'a pas porté ses fruits. Moi, j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, il faut repartir avec ce que tu as. Et effectivement, probablement laisser partir Cameron Johnson. C'est-à-dire Cameron Johnson, c'est un contrat expirant. Tu vas sûrement trouver un partenaire qui va accepter de reprendre son contrat pour l'intégrer dans son salary cap. Et cet argent-là, tu l'utilises pour signer Peyton Watson. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, comme il y a peu de choix de draft, c'est quasiment impossible aujourd'hui d'en inclure pour faire passer la colossale pilule qu'est le contrat de Christian C'est Brown. ça. Donc oui. Mais ça règle pas plein de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a le problème, il y a le problème du pivot remplaçant pour faire souffler Exactement. Jokic. Et oui. Tu as le problème, enfin, tu as encore le problème, pardon, du meneur remplaçant qu'ils n'ont toujours pas trouvé, le deuxième ball handler qui permet à Jamal Murray de ne pas se faire violenter par les défenseurs adverses quand ils sont un peu trop physiques avec lui. Il y a plein de points d'interrogation aujourd'hui à Denver et je crains. Le banc. Alors, c'est peut-être malheureux, c'est peut-être moi qui a tendance à ternir le truc parce que j'ai toujours peur d'être déçu, mais je crains que ça va être des moitiés de décisions qui vont être prises à chaque fois avec des recrutements bof de joueurs moyens qui vont nous mener nulle part. Voilà ce que je redoute. Oui, c'est ça, parce que là, quasiment tout, enfin la plupart des articles au sujet de l'intersaison des Nuggets parlent du cas Peyton Watson, mais c'est très loin d'être la seule chose dont les Nuggets ont besoin. Tu l'as dit, le pivot remplaçant, ou plus globalement le banc, parce que sauf erreur, C'est ça, ouais. Tim Hardaway par exemple, c'est fini le contrat là. Ah bah oui, il a signé 1 an au minimum, donc Voilà. il va pas revenir pour vu le nombre de fois où il aura sauvé les miches et la saison qu'il a faite, où il a explosé ses records en carrière en termes de pourcentage de réussite à 2 points et à 3 points, le mec va trouver du boulot ailleurs. Hein. Donc voilà, moi je pense effectivement comme toi que celui qui va finir par bouger, c'est Cameron Johnson. C'est le compromis le plus acceptable, sauf si à un moment donné le front office décide que le trio Jokic, Murray, Gordon, on en est arrivé à bout et C'est ça. qu'il faut vider ça. Et ça c'est effectivement un truc qui est pas impossible non plus. Voilà, on pourrait effectivement se retrouver dans une situation où les Nuggets font des mouvements beaucoup plus importants que prévu, ce qui peut-être leur permettrait de redonner un second souffle à cette équipe qui, franchement, a vraiment l'air au bout du rouleau. Complètement. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que reconduire. En fait, je suis très partagé sur l'idée. Est-ce que tu reconduis tu continues à rider le trio Murray, Gordon, Jokic, ou est-ce qu'ils sont capables de prendre une décision de poids? Enfin, je veux dire, si tu transfères Murray et ou Gordon, ça serait, ça serait un séisme du côté des fans des Nuggets, clairement. Ouais, Parce que oui, ce tout sont à deux fait. joueurs qui étaient là pour le titre, et notamment Gordon. Enfin, les deux. Vu Après, la complémentarité qu'ils ont avec Jokic et la familiarité qu'ils ont avec lui, voilà. Sauf que là, ça fait 2 fois qu'on en voit largement le bout. Euh, on en a vu le bout en 2024. En 2025, c'est peut-être le parcours le plus étonnant sans playoff parce que je m'attendais pas du tout à ça alors qu'ils étaient en train de jouer avec 5 joueurs et demi. Bref.
C'est très, très étrange ce qui se passe à Denver et j'ai pas bon espoir que ça se passe bien. Ah oui, non, moi non plus, ouais, c'est clair. Bref. On termine vite fait, rapidement, avec Giannis Antetokounmpo. Il y a la rumeur insistante Ah, un ça peu faisait partout longtemps. sur Boston. De toute façon, ça, Charlie, on va en bouffer jusqu'à ce qu'une Ouais. décision soit prise. On va en bouffer en long, en large et en travers. Puisque, comme tous les insiders le disent, ça sera forcément le premier domino à tomber. Rien ne bougera quasiment, ou ça bougera pas réellement tant que lui ne bouge pas, quoi. Ou qu'on a la garantie qu'il reste à Milwaukee. Enfin bref, ce que personne n'a envie de voir. Et là, tu as la rumeur avec Boston, ce qui voudrait dire potentiellement que Jaylen Brown s'en va ou pas, d'ailleurs. Il y a des scénarios où Jaylen Brown reste. Miami, on nous dit que ils sont sur le sur le pont, ils ont des propositions à faire et ainsi de suite, mais ils ont déjà été rejetés auparavant par Milwaukee et je vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui est dans leur proposition à changer, euh, Bah, il qu'est-ce doit qui est différent par rapport à ce qu'ils ont déjà proposé avant. plus de pics en théorie, non? Miami doit pouvoir mettre plus de pics maintenant qu'en février Ouais, dernier. mais pas beaucoup plus. Euh, Il y a Portland, Minnesota, Orlando et Golden State également qui sont cités parmi les éventuelles destinations. Ce qui était déjà un peu le cas, c'était un peu les mêmes personnes qu'on avait vues à la trade deadline en février dernier. Tu te penches comment, toi, sur ce cas, Giannis Antetokounmpo, et notamment plus spécifiquement sur son éventuel transfert à Boston? Moi, je suis hyper étonné de voir Boston qui rentre dans ce truc-là. D'ailleurs, on a vu là, ils ont fait enfin, il y a eu des insiders qui disent que au sein du front office des Celtics, ils en ont marre d'entendre cette rumeur parce que ils ont l'impression que ça va finir par atteindre Jaylen Brown et que Jaylen Brown va dire, écoutez, maintenant vous me transférez, moi j'en ai marre d'être une monnaie d'échange alors que j'ai été exemplaire cette saison, j'ai été MVP des finales et je suis tout d'un coup le mec qu'on envoie dans toutes les rumeurs de transfert. Bah, écoute, moi, si j'ai bien compris ce qui s'est dit ces derniers jours, Giannis, dans tous les cas, il veut rester à l'Est. Donc, à partir du moment où il veut rester à l'Est, si les Bucks sont décidés à lui donner à peu près ce qu'il veut, il y a plus que deux vraies équipes sur ce dossier, c'est Miami, dont le package n'est a priori pas celui que les Bucks préfèrent, mais qui est peut-être la franchise que Giannis a le plus envie de rejoindre, et Boston. Bon, Boston, ça effectivement a l'air de prendre de l'ampleur ces derniers jours. On a vu plein de packages évoqués. Moi, je, Moi, je peux comprendre l'envie de Boston de s'aligner sur le dossier de Giannis parce que c'est une franchise qui veut rapidement redevenir la force majeure de l'Est maintenant que Tatum est revenu. Maintenant, la question, évidemment, c'est à quel prix. J'ai surtout vu deux packages. Un premier qui verrait Jaylen Brown être sacrifié, probablement dans un trade à plusieurs équipes. Et un autre où c'est plutôt Derek White et Peyton Pritchard qui feraient leur bagage. Moi, je pense que ça, ce serait une grosse connerie. D'abord parce que je pense que Derek White même s'il sort d'une saison vraiment compliquée, c'est un joueur qui est incroyablement important pour cette équipe. Et je pense en fait que la profondeur de banc, enfin la profondeur d'effectif est absolument capitale pour toute équipe ambitieuse. Et dans ce cadre-là, je pense que Derek White et Peyton Pritchard en sortie de banc sont absolument indispensables. Et en plus, je trouve que le profil de Derek White est plus compatible avec un duo Tatum-Giannis que Jaylen Brown. Maintenant, le truc qui... Moi, je veux bien qu'on me dise, oui, le front office de Boston en a marre de ces rumeurs parce que blablabla. Moi, je suis désolé, mais j'ai des doutes sur la manière avec laquelle ça se passe en interne entre Jaylen Brown et les Celtics. Je suis d'accord. Tracy McGrady en mai, qui est extrêmement proche de lui, qui d'ailleurs à l'époque l'avait convaincu de ne pas demander son trade à Boston, a fait un podcast dans lequel il a dit plus ou moins sous-entendu, plus ou moins dit clairement que Jaylen Brown était tenté de réclamer un meilleur statut, qu'il y avait peut-être un peu de frustration de son côté. Alors évidemment, dans la foulée, Brad Stevens a calmé le jeu en disant mais non, c'est pas vrai, tout va bien, tout le monde l'aime à Boston. N'empêche que ça nourrit les rumeurs. Et c'est vrai que quand on voit la communication qu'a eu Jaylen Brown la saison passée, moi j'ai adoré la saison de Jaylen Brown, mais de fait il a quand même passé la saison à se mettre en avant, à répéter qu'il était le meilleur two-way player de la ligue, à répéter qu'il devrait être considéré pour le titre de MVP. Moi je pense que s'il est dans la même démarche en interne, en réclamant un statut, peut-être pas un statut de franchise player, mais en réclamant peut-être un statut plus important que celui qu'il a pu avoir par le passé, bah ça peut nourrir la volonté des Celtics de le trader, en tout cas ça peut pousser Boston à vouloir évacuer le problème, et dans ce cas-là, bah, si tu décides que Jaylen Brown peut devenir un problème, quelle meilleure piste que Giannis?
ça va être difficile d'en trouver. Donc voilà, Ouais. moi je pense que Boston c'est quelque chose à prendre au sérieux et je pense que la relation entre la franchise et Jaylen Brown, elle est peut-être pas elle est peut-être pas très bonne, enfin pas mauvaise, mais tu vois, moi je pense que Brad Stevens, qui est quelqu'un d'extrêmement intelligent, s'il sent que la relation entre Jaylen Brown et la franchise est sur une pente qui commence à être un peu glissante, il est capable d'évacuer le problème avant que ça parte en vrille. Je le conçois tout à fait. Après, tu vois qu'une équipe comme Miami cherche à mettre la main sur Giannis Antetokounmpo, je le conçois Ouais, bah oui. complètement. Les Celtics, beaucoup moins. Même si, tu vois, le duo Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo, va falloir m'expliquer comment ça fonctionne, mais ça, on en débattra le jour où ça arrivera. Boston, beaucoup moins. Alors, je saisis bien le côté Jaylen Brown. Est-ce que on a envie de le garder ou pas? Je sais pas. Moi, je trouve ça fou personnellement de la part de Boston. Ça fait, moi, je veux dire, on a passé des années et des années à dire ouais, Tatum, Jaylen Brown, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça peut fonctionner? Ils ont remporté un titre ensemble et Jaylen Brown était autrement enfin, était extrêmement important dans ce truc-là, même si Tatum, selon les analytics, avait un impact, c'est lui qui avait l'impact le plus important sur les résultats de l'équipe. Je le conçois tout à fait. La saison qui vient de nous sortir à Boston, je la trouve exemplaire. Alors, ils aiment pas là, ces espèces de podcasts, ces live streams là, qu'il fait, où il balance, voilà, comme tu as dit très bien, tous ces états d'âme là, sur sa place dans la ligue, ce qu'il pense des autres joueurs, ce qu'il pense des règles, de tout ça, avec parfois une dimension politique. Ok, soit, mais je sais pas. Moi, si je suis Boston, je vois pas pourquoi tirer casser ce duo Tatum Brown. Je trouve ça bête, surtout pour un joueur comme Antetokounmpo qui depuis 2021, depuis le titre de 2021, ne finit jamais une saison sur ses deux jambes, quoi. Ah oui, non, mais sur le papier, globalement, moi je suis d'accord avec toi. Mais il y a un possible contexte où, bah, en fait, ils mettent fin au duo parce que le duo ne peut plus forcément cohabiter. Enfin, tu vois, on a eu Ouais, ouais, Kyrie il y a quelques j'entends années bien. Ouais. tu vois, qui a voulu avoir son équipe et être le patron. Jaylen Brown, là, il sort d'une saison où il a été le patron absolument Oui, tout à incontesté de fait. son équipe. Il a peut-être aussi un peu envie, tu vois, qu'aujourd'hui, il soit mieux considéré, en tout cas dans le paysage NBA, comme étant un vrai franchise player, un mec capable d'avoir son équipe et un mec capable de porter son équipe comme il l'a fait la saison dernière. Oui, je pense qu'il y a effectivement il y a une compréhension sur le fait qu'il puisse se sentir vexé que ce soit lui qui à chaque fois fait l'objet des rumeurs. C'est toujours lui qu'on met dans les deals pour obtenir d'autres joueurs en fantasmant sur Voilà. le devenir de ce que ça pourrait donner aux côtés de Jason Tatum. Et au Et lui, il doit se passage, dire au bout d'un moment, attendez, vous foutez de moi ou quoi? Tu vois, ouais, tu vois, ce que tu disais là sur certains insiders disent que le front office de Boston en a marre de ces rumeurs. Eh les gars, si vous en avez vraiment marre de ces rumeurs et que ces rumeurs sont vraiment bidons, Brad Stevens, il a juste à aller faire une interview à dire on n'est pas intéressé par Giannis, point. Point. ouais, À complètement. un moment, si tu n'évacues pas le problème de manière claire, c'est qu'il y a potentiellement un problème. En tout cas, on se doute bien aujourd'hui que c'est sur la table côté Boston, que Boston Bien n'a sûr. aucune envie de rester les bras croisés à attendre que ça se passe et qu'il va y avoir une intersaison côté Celtics, probablement avec des mouvements qui, enfin voilà, on va voir leur ampleur. Est-ce que ça va être des mouvements d'ampleur ou est-ce que ça va être un recrutement plus stratégique, on va dire, avec des role-players qui collent à ce qu'ils veulent faire? On verra bien. Mais refondre totalement cet effectif avec Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo, et après tu perds ce qui fait enfin ce qui t'a permis de devenir ce que tu es, avec toutes les incertitudes que ça comprend. Je sais pas. Après, Je suis pas franchement, emballé par cette idée moi non, personnellement. moi non plus, je suis pas emballé. Et honnêtement, dans l'optique où le package comprendrait un Derrick White et que Derrick White se retrouverait derrière, retradé par les Bucks, ou alors qu'une troisième équipe pourrait mettre la main sur ce mec-là, ouf, ça peut changer beaucoup de choses sur la free agency. Enfin, pas sur la free agency, mais sur cet été au global. Viens à Denver, Derrick. Non, 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 viens à Los Angeles. En échange contre Christian Arrête, Brown. arrête, arrête.
Bon, on va arrêter là de toute façon. La semaine prochaine, on parlera un petit peu de la draft et des éventuels deals qui se sont produits. On s'en tiendra à l'essentiel concernant la draft parce que ni toi ni moi, nous sommes experts en la matière sur les profils des joueurs et tout ça. On aura le temps de voir un petit peu ce que ça donne quand ils vont commencer à faire la Summer League et ainsi de suite. Par contre, voilà, s'il y a des premiers deals qui ont été faits, parce que là, ça va commencer à avancer très sérieusement en NBA. Hein. Dans les prochains jours, là, on va commencer probablement à avoir des premières grosses rumeurs et potentiellement des premiers deals en amont de la draft. Et on aura le mailbag vendredi prochain. Donc, chers auditeurs, n'oubliez pas, envoyez-nous vos questions et on répondra à un maximum d'entre elles. Voilà, merci beaucoup Charlie. Écoute, avec plaisir. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve donc la semaine prochaine avec le bilan de la draft, les éventuels échanges et vos questions avec le mailbag. Ciao, bye bye.